l'entrevue avec Lucille. D'aventures en découverte, au fil des saisons et au gré de la vie, voici votre rendez-vous de ce vendredi. Bonjour à tous sur l'entrevue de Radio Club. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Bourbon. C'est pas du tout la première fois que je te reçois. Il y a plein d'émissions. N'hésitez pas à aller voir dans les podcasts. Donc, je refais une toute petite présentation de toi, Jean-François. Donc, coupeur de feu, tu es situé en Gironde. On peut te contacter par SMS. On mettra, parce que tu as un planning de très plein. Donc, on mettra tes coordonnées et ta page Facebook. Donc, tu travailles beaucoup en coupure mentale et en coupure de feu. C'est toujours un vrai bonheur de te recevoir. On continue notre progression avec toi pour mieux comprendre le travail du rebouteux. Je trouve que c'est formidable, voilà, que tu puisses donner un petit peu de temps comme ça pour la radio. Et là, aujourd'hui, on va essayer d'explorer encore davantage ta pratique et puis je dirais le quotidien du rebouteux et quelquefois la pression et dans quel état les personnes viennent te voir et avec quelles attentes. Voilà, je te laisse te représenter plus approfondi si tu le souhaites, et puis on essaye de voir pourquoi les clients, les malades du rebouteux attendent un peu de magie, voire beaucoup. Oui, bonjour Lucille et merci de me recevoir. C'est vrai que on a pris un abonnement Oui, tout à fait. régulièrement. Ah oui, je pratique depuis une quarantaine d'années maintenant pas mal de choses, que ce soit la coupure de feu par ordre mental que je préconise pour toutes les possibilités de thérapie que l'on peut faire avec ça. Et puis je m'occupe aussi des fois des animaux. Mais toi, c'est vraiment ta spécialité. Moi, c'est pas ce que je fais le plus. Moi, c'est surtout l'humain. Voilà, donc bah, c'est soit à distance ou soit les personnes qui viennent me voir. C'est vrai que j'avoue quand même que je préfère voir la personne et pouvoir prendre ses mains pour pouvoir me connecter à elle. Ça, c'est irremplaçable. Ce qui n'empêche pas qu'on peut aussi faire des belles choses à distance. Et donc aujourd'hui, on va parler de choses que l'on ne parle pas trop. Parce que bon, on n'en parle pas, on parle de magnétisme, comment apprendre, comment faire le pendule, comment faire ceci, comment faire cela. Mais on parle pas je dirais, entre guillemets, des contraintes du guérisseur, des attentes que les personnes ont après nous, je veux dire. Et c'est vrai que des fois, bah, c'est compliqué et c'est lourd à gérer entre le nombre de demandes qu'il peut y avoir, les attentes qu'ont les personnes pour les soins, parce qu'on marche pas sur l'eau non plus, et puis on fait très rarement des miracles sur commande. Donc voilà, tout ça c'est quelque chose de compliqué à gérer pour le guérisseur ou le thérapeute. Je pense que déjà, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a d'une part la gestion de notre propre emploi du temps. Moi, c'est ce que j'entends dans ta réponse. Et puis aussi le fait que chaque attente est unique et chaque personne, oui, moi, chaque personne qui vient me voir pour son animal, il y a le fait d'une prise en compte unique et de vouloir être le centre ou à ce moment-là d'avoir un tel besoin d'être le centre. Tu dissocies toi aussi les deux choses et tu sens ça? Alors déjà, de toute façon, moi, chaque personne est unique, donc on va faire en fonction de la personne. Ça, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de case. Donc chaque personne, faut la prendre comme elle est. Après, c'est vrai qu'il y a des attentes qui sont, voilà, c'est compliqué parce que ils attendent beaucoup, ils ont beaucoup d'espoir. Alors, et puis je dirais que plus on est connu dans le microcosme, hein, comme je précise, hein, parce que on m'arrête pas quand je fais les courses le samedi après-midi, quoique j'y vais quand même très exceptionnellement. On m'arrête pas dans les grandes surfaces pour signer des autographes, hein. On n'est pas des rockstars. Mais c'est vrai que bah, quand on est connu dans le petit milieu, les personnes ont encore plus de demandes, d'espoir, et c'est vrai que bah, c'est pas toujours évident à gérer, quoi. Surtout quand on tombe sur des cas lourds et qu'on sait que l'issue serait quand même, on va dire, fatale à court terme.
Et donc, on ne peut pas que sauver les gens, on peut aussi, suivant les cas, bah, les accompagner dans ce départ. Oui. Et comment tu expliques cette pression qui peut être mise sur le guérisseur comme un peu le dernier espoir et cette pression de rapidité aussi, alors que quelquefois les personnes ont pu accepter des soins allopathiques sans forcément beaucoup de résultats pendant, je pense notamment aux maladies chroniques, sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et d'un seul coup, un rendez-vous de guérisseur et faut que ça soit magique et que ça marche du premier coup. Comment t'expliques cette différence? Alors, je dirais, c'est peut-être pour eux tellement magique qu'ils peuvent s'imaginer qu'un simple claquement de doigts et puis on va tout résoudre. C'est déjà pour ça que je dis systématiquement à chaque personne, n'hésitez pas à me donner des nouvelles, j'ai besoin d'avoir des nouvelles dans quelques jours, de façon à savoir l'évolution. Et puis suivant les cas, eh bien on refera un soin à distance ou en visu. Parce que c'est hyper important, parce que je leur précise tout de suite que d'un simple claquement de doigts, c'est pas terminé, c'est pas fini. Alors c'est vrai que tout dépend ce que c'est. Moi, si c'est des personnes qui ont mal au dos, dans l'immense majorité, je sais très bien que le lendemain, ils n'auront plus mal. Mais par exemple, ils n'ont plus mal en partant, ce qui est assez rare. Mais ils ont plus mal déjà en sortant de ma rue. On me le dit aussi. Puis après, la majorité, ben, ça peut prendre une nuit de sommeil. Et après, pour d'autres, ça peut prendre 15 jours, 3 semaines. Chaque cas est différent. Donc c'est pour ça qu'il faut, d'un côté, avoir de l'espoir, mais il faut aussi jamais désespérer. Mais il faut aussi garder les pieds sur terre. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer tout ça. Oui, et puis c'est vrai que moi, j'ai toujours un grand plaisir à te recevoir parce que on l'entend à ta voix d'ailleurs et ça pose complètement l'émission. Il y a quelque chose de très doux avec toi, Jean-François. Et en ça, tu es un peu éloigné d'une société qui met la pression, où il y a une forme d'agressivité, voire de violence. Tu es complètement à rebours du schéma de la société actuelle. Donc, quel est le message que tu portes avec autant de douceur? Ben, de toute façon, enfin, de là à dire que c'est un message, on va dire que c'est un chemin de vie, surtout. Parce que on n'est pas comme ça du jour au lendemain. Parce que je pouvais être aussi le dernier des abrutis, il y a très longtemps, hein, tout simplement. Et puis, bah, tu apprends de tes erreurs, tu apprends, puis surtout, ce qu'il faut, bah, c'est aimer les êtres, c'est aimer les gens, et puis les êtres, je veux dire, le vivant, et puis le respecter, et les écouter. Je veux dire, mais c'est primordial, si on n'écoute pas les personnes. Combien de fois tu peux dire à des gens, tu leur serres la main au travail, et tu te demandes machinalement, bonjour, comment ça va? Tu dis ça va pas. Il te regarde comme ça, là, et puis ça y est, il change de conversation, parce qu'il s'intéresse à rien, de toute façon. Voilà, nous, quand on est dans le soin, je veux dire, on est dans la compassion, on est dans l'amour, et on n'est surtout pas dans la perversion. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont de l'opposé. Mais il y a quand même quelques personnes comme nous, quoi, on va dire. Hein, on n'est pas les seuls et les uniques, mais c'est vrai que faut aimer les gens. Après, on peut pas non plus être là 24/24. Alors c'est vrai que quand un dimanche je ne réponds pas à un message qui n'a pas d'urgence du tout et qu'à 5 heures du matin je reçois un SMS avec des points d'exclamation parce que j'ai toujours pas répondu. Oui, c'est un petit peu énervant. C'est violent quand même. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. On doit toc, être comme ça et puis voilà. Et de toute façon, je suis obligé de couper mon téléphone le soir. Ce qui est un petit peu ennuyeux, parce que si j'avais des urgences familiales, eh ben, il y aurait toujours moyen de contourner le système, mais ben voilà, je suis obligé de couper mon téléphone. C'est plus possible. Parce que sinon, ben, j'y serais 24 heures sur 24, et tu sais très bien qu'on y passe des heures et des heures. Et puis même quand on fait pas un soin, on est quand même là-dedans, on y pense déjà, ou on repense aux personnes qu'on a vues. Des fois, on contrôle la distance. Enfin voilà, on est tout le temps là-dedans, c'est clair. Enfin moi, je procède comme ça. Et c'est vrai que plus tu es connu, plus tu as de contraintes, plus tu as de sollicitations, et puis les gens ont d'espoir en toi. Et moi, Tout je me à fait. rappelle toujours j'ai déjà dû te le citer, ce cas-là, mais
C'était un enfant qui avait un cancer, les métastases à la colonne vertébrale. Il était en fin de vie, donc il était rentré chez lui pour la fin. Et son père me contacte. Et là, effectivement, lui, il a de l'espoir. Et je lui dis, bah, écoutez, je vais m'occuper de lui, mais je vais pas le sauver, c'est clair. Il est en fin de vie. Tu sauves personne. Par contre, je vais faire partir les douleurs. Et le lendemain, pour la première fois depuis des jours, il s'est levé de son lit et il a pu jouer par terre avec ses jouets. Là, son père était enthousiaste. Il avait un espoir démesuré, complètement fou. J'aurais pu dire n'importe quoi, l'abuser financièrement ou autre. Parce que bah là, t'es dans l'espoir. C'est même irraisonné. Et c'est terrible. Puis il me demande, vous croyez que vous allez pouvoir le guérir, qu'il va s'en sortir? Et qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Tu sais très bien qu'il en a que pour quelques jours. Comment répondre ça à un papa? Bah ça, c'est l'horreur. Heureusement, on n'en a pas beaucoup, mais c'est difficile à gérer, quoi, à chaque fois, parce que là, on est le guérisseur ou autre, il est tout seul. Il n'y a pas d'équipe derrière, hein, pour te remonter le moral. Faut que tu fasses en fonction, faut que tu gères, et puis faut pas que tu flanches parce que bah, t'as d'autres personnes à suivre derrière. Pas le temps, tu peux pas te remettre ni rien. Il faut être là, effectivement, mais ça, c'est des choses qui sont très très compliquées. Je me rappellerai toujours de ce papa et je me rappellerai toujours qu'est-ce que je lui dis. Je peux pas répondre oui. Et bah tu réponds c'est comme ça. Oui, on va. Je lui dis pour l'instant, écoutez, je travaille sur les douleurs. Voilà, c'est déjà bien, mais tu peux pas te permettre d'aller abuser les gens, même si ils s'abusent des fois tout seuls. Enfin, faut avoir de Oui. l'éthique. Je trouve que ce que tu nous dis là, alors bien sûr, tu racontes une histoire qui est extrêmement triste et grave, mais tu nous dis aussi quelque chose qui est fondamental, c'est comment on ne donne pas d'espoir et avec quels mots. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la formation de psychologue ou des Ouais. soignants, hein. On est arrivé voilà, par des formations, comment je dirais, et d'être accompagné par des rebouteux ou par des sorciers. Enfin, voilà, et puis après, c'est l'expérience de la vie. Et puis aussi, comment on reste pas seul dans notre coin, parce que tu le disais justement, il n'y a pas d'équipe pour soutenir. Et je trouve que c'est là aussi où il y a probablement des choses à faire pour que plus de rebouteux se rencontrent et se soutiennent dans ces moments-là. C'est Voilà. probablement quelque chose à travailler sur les années, maintenant que c'est plus facile. Ça serait peut-être une des choses positives des réseaux sociaux et de WhatsApp et de Zoom, c'est de pouvoir pour le coup redonner de l'universalité à qu'est-ce que ça veut dire ce travail-là et ce sacerdoce, hein, que tu définis très bien. Oui, c'est ça. C'est vraiment un sacerdoce à un moment. Au début, on s'en rend pas compte parce qu'on est enthousiaste et puis on a des résultats, pas tout le temps, mais des fois on a des résultats et qui nous interrogent. Et puis ben, on met le doigt dans l'engrenage, mais on se rend pas compte que 10 ans, 15 ans après, enfin, le bras est totalement passé, enfin le corps complet, que je veux dire, on est des fois un peu laminé sous les demandes, sous la pression, parce que quand on suit des personnes en chimiothérapie, des fois c'est souvent ça se passe bien, mais quand ça se passe mal, on va pas se dire, bah tant pis, c'est son chemin de vie. On pourrait le dire. Mais non, on ne dit pas ça. On fait du mieux, on va aider la personne jusqu'au bout. Mais ça nous met on se met soi-même une pression aussi dans ces cas-là, en plus de la personne. Ces personnes-là, souvent, quand elles sont dans la souffrance et autres, on peut parler ouais, de la chimio parce que j'en ai suivi des centaines de personnes. C'est pas elles qui vont nous mettre la pression le plus dans ces cas-là, parce qu'elles savent très bien ce que l'on fait et elles ont un tel respect que c'est pas ces personnes-là. Mais c'est nous, on se la met parce on va aider le plus possible, parce qu'elle souffre et que, bah voilà, c'est simplement un être humain qui souffre. Et si on peut arriver à l'aider, bah c'est génial, quoi. Oui, oui, tout à fait, que ce soit une plante, un animal, un humain, je te rejoins complètement. Ouais. C'est là et c'est pouvoir définir aussi pas seulement ce que ça veut dire aider, tu vois, parce que l'autre, pour moi, il a sa part, il a sa responsabilité, il a son chemin. J'aime mieux, tu vois, personnellement, le titre, le mot accompagner, parce que c'est comment on accompagne l'autre dans sa douleur et vers sa non-douleur, quelle que soit l'issue. Et c'est pas que ça décharge de quoi que ce soit, mais on est sur un chemin ou une responsabilité partagée, un engagement partagé.
tu vois, et du coup, je trouve que ça donne un peu de légèreté. Alors sincèrement, la légèreté, sur le coup, je l'ai pas. Parce que, mais ça, c'est moi. Je veux dire, je peux pas me changer. Je suis comme ça et c'est difficile de. Je suis pas une ballerine. J'ai pris un peu de poids, mais plus sérieusement, je me mets trop de pression. C'est clair. Mais ça encore, c'est des choses. Ben, après, on est comme on est et on peut pas. On peut toujours essayer de s'améliorer. Tout être humain, mais moi, c'est vrai que je me mets trop de pression pour les personnes. Mais c'est comme ça. Eh oui, c'est ta douceur. Voilà, c'est toi. Voilà. Ah, je suis un peu le gros nounours. Mais encore, je me suis bien arrangé, parce qu'avant, j'étais beaucoup plus brute de pomme, si on peut dire. Mais c'est vrai que, oui, chaque personne est différente, chaque thérapeute est différent, de toute façon, et c'est ce qui est important, et en même temps, c'est très complémentaire. Donc tout à l'heure, tu disais, tu vois, il faudrait pouvoir parler de tout ça, quand on a des personnes. En fait, ce qu'il faut, c'est, au fil du temps, savoir s'entourer de personnes compétentes. Voilà. Moi, j'ai trois, quatre, cinq personnes autour de moi que je peux appeler effectivement et qui seront là et qui, voilà, on fait pas tous exactement la même chose, mais on a je dirais, c'est le team quoi. On a les bonnes compétences, chacun dans ce que l'on fait et on se complète. Donc, s'il y en a un qui a un souci, ben il y en a toujours un pour l'aider. D'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau de la voie morale ou faire autre chose. Et ça, c'est très important. C'est vrai que quand on fait des formations, qu'on apprend les soins, ceci, cela aux personnes qui ne connaissent pas, qui débutent, donc pour elles, évidemment, ils sont loin de se douter de tout ça. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, alors que, avec le recul, je pense qu'il faudrait aborder tout ce côté-là. Oui, le côté réseautage dans le bon sens du terme, entraide, et puis aussi le travail sur nous-mêmes pour nous remettre d'aplomb, j'ai envie de dire, après certaines expériences, et pouvoir reprendre le travail dans de bonnes conditions. Je te rejoins complètement. Oui, Mais en même oui, temps, moi, si tu veux, les demandes que j'ai, de toute façon, j'ai pas le temps de me remettre, faut que je continue. J'ai pas le choix. Enfin, si, on a toujours le choix, bien sûr. Mais avec la fameuse pression que je mets moi-même, j'ai pas le choix parce que aujourd'hui, je ne prends pas le temps de répondre au téléphone, aux messages et autres avec les suivis en chimio, en rayon, les personnes que je suis pour divers soucis. Le lendemain, j'en aurai 50 de plus. Donc après, c'est bien très très compliqué à gérer. Donc ça, voilà, c'est toute une gestion qu'on n'imagine absolument pas au début. Et puis sans compter les personnes qui arrivent et puis qui sont là avec plein d'espoir. Et puis voilà. Mais bon, on fait au mieux, bien sûr, à chaque fois. bien C'est quand même sûr. le principal. Oui, oui. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. À l'impossible, nul n'est tenu. Non, tu vois, les personnes, je dis à chaque fois, moi, je peux pas vous promettre quoi que ce soit, mais je vous promets une chose, c'est que je ferai de mon mieux. Voilà. C'est à chaque fois, je ferai de mon mieux. Je ne ferai jamais en disant, bah tiens, je vais essayer. Non, non, je sais pas. Non, non, jamais. On fait. Puis après, on voit comment ça se passe. Mais si on essaie, déjà, la partie est un peu perdue quand même. Donc, Tout à fait. Merci pour ces beaux messages. On te retrouve après la musique pour la deuxième partie. ça marche.
sacré. Donne-moi ta main, viens contre moi, que l'on danse en oubliant le temps. Je vais te guérir et tu renaîtras encore et encore, jusqu'à ce que tu te sentes libre. Bonjour à tous pour cette deuxième partie avec Jean-François Bourbon, guérisseur, coupeur de feu, qui nous a parlé dans la première partie, eh ben oui, du sacerdoce du guérisseur, hein, de à la fois cette volonté de bien faire, cette ouverture du cœur, et aussi quelque chose qui peut quand même être lourd au niveau des horaires et comment on trouve moyen de se ressourcer. Donc, tu en as parlé très, très, très peu. Est-ce que là, le guérisseur que tu es arrive quand même à se mettre en pause, Jean-François, pour te ressourcer, simplement parce que tu y as droit? J'ai même envie d'aller plus loin parce que c'est aussi un devoir envers soi-même que de prendre soin de soi. Est-ce que tu y arrives un petit peu ou beaucoup ou pas assez à ton goût? Quelque part, ça me convient très bien comme c'est actuellement, j'imagine. Sinon, je ferais différemment, parce qu'il n'y aurait pas le choix, mais non, j'ai pas vraiment le temps de me déconnecter. Je peux me réveiller la nuit, pas si j'ai quelques insomnies ou autres, et pof, ça y est, je peux me mettre à faire quelque chose sur une personne ou à penser à un soin, enfin voilà. Donc la déconnexion, non, c'est très rare. Je dirais bien des bêtises, mais non quand même, nous sommes sérieux. Et non, mais sinon, tu vois, si je fais un petit week-end au Pays Basque, donc une fois dans l'année, ouais, je vais pas m'occuper de soins évidemment, quoique ça arrive aussi. Mais je touche beaucoup moins mon téléphone. Mais bon, le problème, comme je te disais, c'est que si je ne m'occupe pas de mon téléphone et des messages, le lendemain, j'en ai le double et le surlendemain, le triple. Et là, pour rattraper tout ça, voilà, c'est chaud. Voilà. Après, comme je dis, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, pour reprendre l'expression. Donc je sais très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais voilà, j'en fais certainement trop. Mais je me vois pas ne pas le faire. Donc c'est compliqué. Après, c'est clair que sinon, il suffit de couper son téléphone, d'aller dans la forêt, de faire un petit tour, tout simplement, sans vouloir spécialement ressentir les énergies ou quoi que ce soit, peu importe, mais se ressourcer tout simplement dans la campagne, en écoutant le vent dans les arbres et tout ça. Eh oui. Donc tu arrives à t'octroyer un petit peu de temps, mais pas trop pour pas culpabiliser, j'ai envie de dire. Hein. Alors, Il y a ça aussi hein, dans ce que tu expliques. Hein. j'en ai très très peu de temps.
Mais en même temps, moi, je suis un mauvais exemple. Moi, je voulais faire ça depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai rêvé d'être un guérisseur un jour. Donc, c'est évident que, voilà, je peux pas me dire, ben non. Après, toutes les personnes qui font du bien-être, des choses comme ça, c'est plus vraiment un sacerdoce, c'est quelque part un métier dans ces cas-là. Et eux, bah, peuvent poser leur week-end ou des choses comme ça. Eh oui, donc tu fais bien la différence entre guérisseur et bien-être. Ouais, Explique-moi un petit peu ça. c'est pas le même monde. C'est-à-dire, C'est-à-dire que le bien-être, eh ben, tu vas faire des petites formations et puis tu t'installes, tout simplement. tu nous disais la différence entre le bien-être avec des formations courtes, plus ou moins courtes, Oui. et le guérisseur. Alors, c'est quoi les formations? Comment on y arrive? Alors, le guérisseur, déjà, c'est l'école de la vie. Ça commence tout petit et tu auras toujours devant toi, sur ton chemin, le moment venu, une personne qui sera là pour t'accompagner, pour te guider. Ce qui était mon cas, j'en ai eu quelques-unes. J'en ai encore d'ailleurs. Ces personnes-là sont pas là comme ça par hasard, bien sûr, et on les trouvera pas dans des écoles de quoi que ce soit, ces personnes-là. Et donc c'est l'œuvre d'une vie, être guérisseur. Il n'y a pas de diplôme certifiant comme ils font pour le bien-être. C'est pas une critique, hein, parce que le bien-être, ça fait du bien pour des personnes, mais on travaille pas sur la même chose, on travaille pas sur les mêmes plans. Mhm. Donc je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça, tout simplement. Eh oui, donc là, quand tu parles, on ne travaille pas sur les mêmes plans. Donc là, la question qui peut venir, c'est sur quel plan travailles-tu? Alors déjà, on donne plus sa propre énergie depuis un bon moment quand on fait ça. Donc on fait, j'ai coutume de dire le facteur, et surtout la connexion n'est pas la même. Donc on reçoit, alors on reçoit, on peut dire des sensations. Il y en a qui vont entendre vraiment. Moi, j'entends pas. Je suis un petit peu sourd. Mais par contre, je suis tout à fait capable de retranscrire le mot que l'on m'a communiqué et qui est pour la personne. C'est-à-dire que la personne qui est en soins devant moi, qui vient, mettons, pour un problème physique, moi, je peux avoir une indication un problème psy de la personne. Avant, il y a des années de ça, je leur disais, ça vous parle, c'est tel mot? Là, elle me dit, ah bah oui, c'est tout à fait moi, ça vient, vous m'aviez caché ça. On n'aviez pas parlé. Et je reçois l'info qu'il faut que bah, je traite la personne, que je fasse quelque chose pour la personne sur ça. Après, j'ai aussi des mots de plante. Alors, le nom de la plante. Et il y a quelque temps, mais ça me vient comme ça. Alors ça, je gère pas. C'est vraiment en fonction de la personne, je veux dire, si elle a besoin ou pas. Et j'ai même eu un mot en anglais. Alors, c'était, oh, peu importe, je me rappelle plus, mais c'était Blue quelque chose. Et c'était, ouais, je l'ai eu en anglais. Pourquoi je l'ai eu en anglais? J'en sais rien. Alors déjà que je cherche pas à prendre les plantes justement pour pas être formaté quelque part en connaissant telle plante, en disant tiens, la personne, mettons, est stressée, il faut qu'elle prenne telle plante, parce que chaque personne stressée ne peut pas avoir besoin de la même plante, c'est clair, parce que c'est au cas par cas, parce que l'être humain étant un être humain bien à part, ça ne peut pas aller pour toutes les personnes. Après, sinon, c'est du médicament générique, on peut dire. C'est pas ce que l'on fait. Et donc, ben, j'ai le mot exact. Et très souvent, ben, c'est des mots que je ne connais pas au niveau des plantes. Donc, je cherche sur Google, notre meilleur ami. Et ben, ça correspond exactement au problème de la personne. Ça, c'est génial. Ça permet d'aller beaucoup plus loin dans le soin. Ouais, c'est pas le même plan, comme je disais, oui. Pour remettre les chakras en harmonie, c'est l'affaire de quelques secondes quand on a l'expérience et autres. Il n'y en a pas besoin de faire 1 heure et demie de bien-être pour remettre les chakras. Comme on se dit souvent, mais qu'est-ce qu'ils font tout ce temps-là? Parce que bah voilà, ça se fait très très simplement, en fait, le plus simplement possible. Et plus les soins sont simples, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compliqués
sur le travail que l'on a fait avant pour arriver à cette simplicité-là, mais il faut faire le plus simple possible et le soin devient beaucoup plus performant, si on peut reprendre cette expression-là, qui n'est pas la bonne d'ailleurs. Mais ouais, c'est pas pareil, quoi, je veux dire. Et puis un guérisseur, il va pas regarder sa montre, c'est clair. Voilà, je veux dire, voilà, c'est pas pareil, quoi. Tiens, pardon, Oui, on en parlait là parce que tout à l'heure, justement, quelqu'un qui est venu sonner à ma porte d'entrée plusieurs fois, qui a un zona, voilà, et je vais pas lui dire repasser dans 8 jours, c'est clair. Bon, il va repasser dans 2 heures, mais je vais m'occuper de lui parce que je peux pas le laisser souffrir, parce que ceux qui savent ce que c'est que la douleur, la souffrance d'un zona, ben voilà, on peut pas le laisser comme ça, autant que ça parte. et oui, tout à fait. Donc, les personnes que tu as rencontrées, donc tu dis hein, Ouais, que c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas des gens qui font des formations, enfin ouais. voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu les as rencontrées, est-ce qu'il y a quelque part où vous vous êtes reconnus, acceptés et un Alors, peu comme il y a une un peu, mise il y a un peu tout ça. sous tuteur? Mais oui, c'est pour ça que je te pose la question parce que je trouve que je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme prendre un apprenti, quoi. Tu vois, un maître et un apprenti. Mais là, pas dans le sens Reiki, hein. Mais Oui. il y a quelque chose qui se passe sur le très, très long terme. Alors, si tu veux, j'étais l'apprenti. Et c'est vrai que tu reconnais pas comme quand tu enseignes par la suite, ou que tu vas trouver des apprentis. Tu vois, mais des vrais. Enfin, tu sais pas celui qui est fait pour, quoi. Je veux dire que tu vas pouvoir lui donner des conseils, le guider, et non, surtout pas le formater. Ouais, j'en ai reconnu un il y a quelques mois, c'est Sylvain, qui est en Corse. Et oui, oui, il n'y a pas eu de hasard. On s'est retrouvé à manger l'un en face de l'autre, et on s'est plus quitté depuis, on va dire. Enfin, plus quitté, alors tout bien, tout honneur, hein. Calmons-nous. Oui, Mais oui, voilà, beaucoup plus jeune, c'est surtout eux qui m'ont reconnu, tu vois. Eux, les maîtres qui m'ont reconnu comme l'apprenti. Donc j'ai une petite dame qui m'a expliqué tout ce qu'elle connaissait, qui était guérisseuse, magnétiseuse, et elle était coiffeuse. Elle n'a jamais arrêté ça, mais par contre, toutes ses clientes voulaient que ce soit elle qui fasse le shampoing, parce qu'après, elles avaient plus mal au cou ni mal de tête. Elle m'a appris tout ce qu'elle savait. En fait, j'allais la voir 1 à 2 fois par semaine, et elle me testait systématiquement sur tout ce qu'elle m'apprenait. Et elle était amie avec un grand guérisseur, on va dire, qui s'appelait Daniel Bourdin, qui habitait, je sais pas si c'est pas le Loir-et-Cher, enfin en France tout au moins, qui avait sorti des bouquins, contes d'auteur, et c'est des bouquins qui sont les bouquins qu'il faut absolument voir, apprendre. C'est des bouquins qu'on peut lire et relire, on trouvera toujours des choses dedans qu'on n'aura pas vu les fois précédentes en fonction de notre évolution. Donc elle m'a appris tout ça, elle m'a appris aussi ce qu'il n'avait pas expliqué dans les bouquins. Donc déjà là, ça m'a fait beaucoup, beaucoup avancer. Et puis après, j'ai eu d'autres rencontres. Et puis après, il faut surtout rester ouvert d'esprit, pas dire oh bah non, ça c'est n'importe quoi. Non, non, on regarde. Si c'est des choses posées, sensées, on regarde et puis on expérimente, hein, tout simplement. Et puis après, on se fait sa propre opinion. Voilà, faut toujours rester très indépendant dans tout ça. Donc j'ai eu plusieurs personnes. J'avais aussi mon médecin de famille qui était passionné par la médecine. Il a appris l'acupuncture à Shanghai. Il a travaillé avec un chaman au fin fond de l'Amazonie. Il est allé en Inde aussi. Il a fait plein plein de choses. Et il connaît aussi bien la phytothérapie, l'astrologie médicale. Et on a beaucoup parlé, pas assez à mon goût. Mais on a beaucoup parlé de plein de choses. Donc, lui m'a parlé que on pouvait couper le sang des cellules cancéreuses, que ce serait bien d'essayer de faire ça. Tu vois, des choses comme ça, et ça t'ouvre ton esprit, d'autres champs de conscience, on va dire, au fur et à mesure qu'on évolue. Et ça nous permet encore d'avancer, continuer comme ça. Et c'est un escalier sans fin. On passe des marches, mais il y en a encore autant devant nous. et oui. Donc c'est un formidable
voyage aussi, hein. Tu nous parles de ça, hein, d'un voyage en fait, hein, qui se met en place tout doucement. Ça se met tout doucement, et ça peut pas se faire en 3 week-ends. C'est clair. Eh oui. Donc là, le voyage dont tu nous parles, c'est en années. C'est combien d'années? Et est-ce que ça continue aujourd'hui? Tu vois? Ah, mais c'était en année, oui, parce que moi, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans petit. Donc j'ai eu des rêves de télékinésie, de magnétisme, je devais avoir dans les 7 8 ans. Je savais ce que pensaient mes copains d'enfance. Je ressentais ce que pensait de moi ma maîtresse d'école et c'était pas valeureux. C'est clair. Ma maîtresse d'école qui ne pouvait pas me supporter parce que mes parents tenaient un commerce et qu'à l'époque, dans le village, si tu veux, j'étais un peu l'ennemi. Voilà, fils de bourgeois peut-être. Enfin, pourtant, je veux dire, quand tu connais mes parents, c'est loin d'être ça. Mais j'ai ressenti plein de choses, si tu veux. Et tout ça, ben, je me concentrais sur elle. Et elle n'arrivait pas à me poser de questions dans ces cas-là. Et elle se mettait à bégayer, tout simplement. J'ai eu des tas de choses comme ça. J'ai eu, tu vois, j'avais un des fils d'amis à mes parents qui avait une leucémie. Mais j'avais quoi, 8 9 ans maximum. Je savais absolument qu'il fallait que je me mette à table à côté de lui. Parce qu'il fallait que je le fasse. Pour que je me mette à table, que je mange à côté de lui. Alors à l'époque, il y a 50 ans, on savait pas trop si la leucémie, ça se correspond, ça se transmettait pas comme ça. Donc je me rappellerai toujours de la tête de ma mère qui voulait pas trop hein, que je me mette là. Et c'était des grandes tables, c'était à la campagne. Et il fallait que je le fasse, il fallait que je me mette. Et maintenant, je sais pourquoi, oui. Voilà, il est toujours vivant d'ailleurs. Et donc voilà, tu vois, des choses comme ça, ça t'accompagne toute la vie. Donc on apprend, on apprend. Il y a des moments où on apprend beaucoup, d'autres fois où on stagne totalement, où on a l'impression de rien faire, de pas avancer. Mais il faut toujours rester sur son chemin de vie. Et j'apprends toujours. J'ai toujours des trucs à expérimenter ou autre. Alors d'un côté, il y a des trucs que j'expérimente, des nouveaux trucs, et d'autres que j'épure totalement. Mais c'est que du questionnement, je veux dire, pas mathématique, ça c'est clair, mais il faut constamment travailler. Sinon, c'est celui qui stagne, bah, ce sera déjà bien, je veux dire. C'est clair, s'il peut faire déjà des petites choses, ça sera sympa. C'est important, déjà, de faire du bien. Après, il n'est pas une question de championnat du monde, hein. Mais autant aller au bout de ce que l'on peut faire, je veux dire, de notre chemin de vie. Voilà, et ça, j'y tiens. Sur le chemin du guérisseur, Ouais, hein. complètement, ouais. Alors, je propose que l'on close cette deuxième partie et puis on se retrouve pour la troisième partie. Donc, on voit, hein, Jean-François, ça fait 40 ans de pratique avec un chemin de guérisseur, bien sûr, où tu évolues dans tes pratiques. Mais là, sur cette troisième partie, j'avais une question à te poser. C'est est-ce que toi, tu as vu une évolution dans les demandes, mais plus prosaïquement, parce que il y a une évolution sur les mots des humains que tu côtoies, les mots MAUX et leurs mots MOTS peut-être. Est-ce que tu vois une évolution de la santé de l'humain et dans quel sens, dans quelle proportion, et que du coup, tu as aussi dû t'adapter. Mais si tu devais faire un constat de la santé humaine et de tes clients, qu'est-ce que tu remarques? Sans se substituer au médecin, hein, c'est pas du tout ça, hein, c'est plus une capacité à analyser et se dire, bah oui, ils sont plus là-dedans, il y a plus ça, qu'est-ce qui se passe? Je dois m'adapter à ça. En fait, dans tes questions, il y a plusieurs réponses. Mais ce qui se passe, c'est que entre il y a 10 ans et maintenant, si tu veux, je voyais beaucoup moins de monde quand même. Ou tout au moins maintenant, j'en vois beaucoup plus. Et c'est vrai qu'évidemment, je vois beaucoup plus de cancers. Mais je suis pas le seul à voir qu'il y a de plus en plus de cancers. Il y en a de beaucoup plus, c'est clair. Tu vois, j'en discutais avec mon médecin. Il me disait, oh, mais j'ai jamais vu autant de cas de cancer en ce moment. Ouais, c'est vrai, il y en a de beaucoup plus. Je vois aussi beaucoup plus de zonas. Alors les zonas, on peut penser qu'il y a un petit côté psy, des chocs psychologiques, mais c'est vrai qu'on vit aussi une époque qui n'est pas la plus formidable. Donc il est clair que les gens vivent dans le stress beaucoup plus et donc vivent plus difficilement. Il y a plus de soucis, donc ça se ressent sur la santé humaine. Et puis il y a aussi de plus en plus de méchanceté de créer, de faits sur les personnes aussi, avec la magie, tiens, faut pas en parler. Mais il y en a de plus en plus.
Alors bon, c'est pas heureusement, j'en vois pas tous les jours parce que c'est pas mon monde ce truc-là, mais quand même c'est quand même régulier. Il y en avait pas autant il y a 5, 6, 7 ans. Et ça aussi, ça crée des maladies, bien sûr. Oui. Et comment tu expliques? Est-ce que quand tu travailles avec les gens qui viennent te voir, tu travailles aussi sur, bah, bien sûr, l'émotionnel, mais j'ai envie de dire sur la prise en compte de leur environnement, de leur habitude de vie? Est-ce Alors, que tu fais un lien par rapport à ça, des changements d'habitude qui créent ça aussi? je dirais là encore, c'est au cas par cas, vu que chaque personne est unique. Alors bon, je prends en compte, si tu veux déjà, quand même, principalement, je regarde au niveau du terrain, de la maison déjà. Pour voir en géobiologie ou à l'intérieur de la maison s'il n'y a pas des choses qui ne vont pas et qui sont susceptibles de contribuer à la maladie de la personne. Je fais surtout ça. Après, il y a des personnes qui viennent spécifiquement parce que bah, ils sont dépendants au pétard, par exemple, ou dépendants au sucre, tu vois, des choses comme ça. Donc là, j'agis vraiment sur ça. Donc je vais pas leur conseiller de pas boire ou autre. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent, c'est clair. La personne qui est motivée pour changer ses habitudes, ses mauvaises habitudes, on va dire, on peut vraiment les aider, c'est clair. Mais c'est comme un sac, hein. Il y a deux anses, donc il faut que la personne en tienne un et que bah, nous on peut prendre l'autre anse, comme ça fait un équilibre. Mais ça se fera pas tout seul comme ça. Il faut vraiment que la personne aussi souhaite être mieux. Oui, là, tu pointes autre chose, c'est que la personne, elle doit aussi puiser sur sa force intérieure et sa détermination pour être dans la guérison. Oui. Mais quand même, franchement, la majorité des personnes que je vois qui se prennent le temps de se déplacer, de venir ou autre, ces personnes-là sont quand même demandeuses, je veux dire, et veulent être mieux, profondément. Il y en a quelques-unes qui ont besoin de cet état-là, de pas se sentir bien, hein, qui sont hypocondriaques ou autres. Et bah là, on n'est pas psychiatre, quoi. Voilà, on peut que accompagner, mais ben voilà, je veux dire, de toute façon, on se substitue pas à la médecine et à tout ça. Donc voilà, on est vraiment que des compléments, pas des compléments alimentaires, mais des compléments. Et c'est vrai que bah, ça peut aider grandement d'avoir un complément pour pouvoir passer un mauvais moment, un cap. Oui, c'est un beau message d'espoir que tu laisses là en disant que les personnes sont prêtes à participer à leur guérison, qu'elles sont acteurs, qu'elles n'attendent pas tout de toi. Oui, C'est un, ça c'est un- c'est la c'est grande un beau majorité. message. Mais c'est important parce qu'il y a pas le choix. De toute façon, je Oui. dis, pour guérir. Tu vois, par rapport à ton expérience, tu trouves que les personnes sont plus prêtes maintenant? Enfin, tu vois, quelque chose qui a changé ou un... Non, il n'y a pas plus de prise de conscience qu'il y a 5, 10 ans. Je dirais, il y a toujours eu autant de personnes qui souhaitaient guérir. Après, ça fonctionne pas. Je veux dire, une personne qui a un cancer grave, même s'ils ont fait beaucoup de progrès dans la médecine, il y en a malheureusement qui partiront avant la guérison. Mais même si elles sont motivées de toute façon. Mais il y a le chemin de vie aussi, hein. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Puis après, il y a aussi des personnes que l'on aide simplement à partir dans la sérénité et sans souffrance, ou sans trop de Voilà. souffrance. Voilà. Et ça aussi, c'est beau, hein. Ça peut peut-être être difficile à entendre, mais c'est beau. Ouais, c'est pas ma partie préférée. Je sais, Non. je sais. Mais c'est vrai que, ouais, une fois ça m'est arrivé, je sais pas si je t'avais raconté cette histoire-là, quand il n'y a plus rien à faire et puis bah, que la personne n'est toujours pas partie, toujours pas montée, on peut faire des choses pour les aider en se connectant à elles. Le plus parlant que j'ai eu, bah, c'était la famille qui me donnait des nouvelles. Je les ai eu au téléphone et je leur dis, bah, je m'occupe d'elle tout de suite. Pof, elle me rappelle, un quart d'heure après, et la petite dame était montée. Pof, comme ça. On peut se dire c'est le hasard, mais j'ai travaillé, enfin, je vais pas étrangler, hein. Mais voilà, il y a un accompagnement à faire.
Mais alors, par rapport à ça, j'ai mon champion. Là, celui qui fait partir, c'est mon ami Éric Dudois, qui est responsable du centre de psycho-oncologie de la Timone à Marseille. Et lui, c'est un être extraordinaire. Puis en plus, c'est mon ami, donc c'est trop chouette. Et lui, les gens partent avec le sourire. Je vous encourage à lire ses livres où il raconte ce qu'il a vécu avec les personnes. Et c'est d'une beauté, c'est incroyable. On pleure autant que tellement c'est de l'émotion, mais c'est des larmes de bonheur. Eh oui, tout à fait. Hein, que ce soit dans la vie ou dans la mort, il y a quelque chose avec des larmes, hein, de toute façon, hein, pour accompagner. Hein. Je te rejoins complètement. Hein. Je propose que l'on termine cette troisième partie. Est-ce que tu fais des formations prochainement ou est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des choses particulières au niveau de ton agenda? Alors, j'ai toujours des choses, c'est obligé parce qu'on a besoin de ça. Alors, là, je fais une formation de radiesthésie où on va être. Je pensais qu'on serait trois quatre, que je ferais ça tranquillement dans mon bureau, et puis non. Donc, on va se retrouver une bonne vingtaine, samedi de cette semaine. Voilà, ça vient un petit peu partout de France. Et puis, j'ai un projet, tous les ans, j'essaie de faire une ou deux formations. Donc, je pense que je ferai cette année deux formations de coupeur de feu pour les débutants. Et j'en ferai une, je pense, dans ma région, en Charente, et puis probablement une autre en Corse. On va voir comment ça, c'est pas défini tout ça, mais ça, quand ça se passe, eh bien, je le mets sur ma page Facebook. Je mets pas longtemps parce que c'est vite plein. Et puis, j'ai pas vocation à remplir une salle de 80 personnes, c'est pas le genre. Parce que quand j'apprends à couper le feu, je teste chaque personne l'après-midi, ce qui est long pour tout le monde, mais en même temps, ils ont le temps de lier des amitiés, d'échanger des mails entre élèves, on va dire. Et puis surtout, je les teste et après, en repartant, ils savent faire. Alors évidemment, c'est, je dirais, 2 degrés. Hein. Le premier degré, c'est pour apprendre à couper le feu, les coups de soleil, les petites brûlures, et puis après, le reste, c'est beaucoup plus compliqué quand on a beaucoup plus d'expérience. Ça sera l'année prochaine, puis j'imagine qu'il y aura bien d'autres choses aussi. Mais ça se fait au fur et à mesure des rencontres. Et oui, donc si vous souhaitez participer à des formations, vous avez vu que les formations avec Jean-François, elles sont rares. C'est normal en tant que guérisseur, hein, c'est pas le bien-être où on fait des formations toutes les semaines et où former est une partie du chiffre d'affaires. C'est pas du tout ce qui se passe avec Jean-François. Il y a cette notion d'accompagnement sur les années. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant à vivre. Donc la plupart se passent en Charente. Quand je dis la plupart, elles sont rares, mais elles sont plutôt en Charente ou en Corse. Et donc, n'hésitez pas à suivre Jean-François. De toute façon, nous vous mettons les liens sur le site de l'émission. À très bientôt, une très belle continuation et à bientôt, Jean-François. Merci de ton accueil, merci à toutes et tous, et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Retrouvez Lucille dans 15 jours pour une prochaine entrevue. D'ici là, prenez soin de vous, de la nature et des animaux.